Bon, 5, 4, 3, 2. Hop, ça y est, on est en live. Bonjour à tous. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Alors, vous êtes 25, en ligne. On avait un peu plus de 200 inscrits. On va attendre un petit peu les retardataires. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Félix Solier, qui est effectivement conseiller en gestion de patrimoine et surtout référent en allocation d'actifs et private equity chez LA Finance Paris, qui fait partie du groupe Règne. Bonjour Félix. Bonjour à tous. Bonjour Philippe. Yes. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu dans les grandes lignes rapides? Alors, rapidement, donc je me présente, Félix Solier. Je suis donc conseiller en gestion de patrimoine au sein du cabinet L&A Finance depuis de nombreuses années. Ça fait maintenant 9 ans que j'ai rejoint le cabinet en tant que conseiller. Maintenant, mon activité a pas mal évolué depuis, puisque je suis désormais associé du cabinet et également manager, c'est-à-dire que j'accompagne toute une équipe de consultants dans leur activité, la préparation des stratégies, etc. Et également, comme Philippe le précisait, le référent pour justement tout ce qui est formation des consultants sur sur toutes les solutions en placement financier, que ce soit en assurance vie, en plan épargne retraite et en private equity. Ok, cool. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir une fibre c'est ton parcours, c'est Alors, l'expérience, une fibre moi, sur le financier? mon expérience, donc en effet, moi je suis issu d'une formation mathématique puis école de commerce. Est-ce que c'est lié un petit peu aux chiffres? Mais donc avant de rejoindre le cabinet, je travaillais pour une petite salle de marché qui s'appelle ProCapital, qui faisait du service titre et donc qui s'occupait de passer tous les ordres de bourse de la plupart des brokers français, Easy Bourse, Fortuneo, etc. Euh, c'est certainement ce qui m'a amené un petit peu naturellement à m'orienter, Alors, à cette me fibre. spécialiser un petit peu plus sur les placements financiers. Yes, très cool. Eh ben, merci pour nos auditeurs de cette présentation. Deux, trois petits points avant de se lancer dans le vif du sujet. Et je vous présenterai un petit peu, voilà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, si on a dépassé, je crois, les 9500 abonnés sur notre chaîne Webikio. Donc, merci à tous de votre fidélité. Et n'hésitez pas, du coup, c'est ce que je vous mets là, à nous donner votre avis en fin de webinaire, savoir si voilà, vous avez été satisfait, si vous avez appris des choses, si ça vous a plu ou si ça vous a pas plu d'ailleurs, parce que c'est toujours bien, même les commentaires négatif, ça nous permet Ça de m'améliore. changer un peu voilà, de modifier, et de nous adapter pour nous améliorer toujours. Il y a un chat, moi je l'animerai un petit peu, donc n'hésitez pas, voilà, s'il y a des termes techniques, à poser vos questions. Si vous avez, voilà, vous verrez aussi il y a des petits sondages au fur et à mesure. Donc voilà. Et tous les 15 jours, le mardi, soit pour le coup en fin de matinée, soit en fin de journée, en fonction, on fait des webinaires sur des thèmes globaux liés à notre activité qui est la gestion de patrimoine de façon très généraliste. Voilà, alors avant de rentrer, un petit mot sur l'environnement gestion de patrimoine.com qui est un média web à l'origine lié effectivement à la gestion de patrimoine qui aujourd'hui, merci Charline, 9461 abonnés, qui effectivement voilà, nous permet d'avoir une vitrine pédagogique omnicanale, donc pour vous donner les bons réflexes. Alors, ça va être composé d'articles, ça va être composé de livres blancs, des guides, ça va être composé de podcasts aussi. On a une chaîne YouTube. Donc vraiment, je vous invite à aller voir et vous verrez à la fin, on a un guide sur le sujet effectivement du jour. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi à nos réseaux sociaux pour nous suivre et pour voilà, avoir du contenu d'actualité, que ce soit sous forme auditive, écrite ou visuelle. Un petit mot effectivement sur le groupe Rain, qui est un groupe voilà, de gestion de patrimoine national qui fait partie effectivement du Big Ten. Aujourd'hui, donc composé de plusieurs cabinets. LA Finance que représente Félix aujourd'hui, qui est le cabinet historique du groupe. Il y a d'autres structures. Nous-mêmes, parce que effectivement, je me suis pas présenté, mais je suis cofondateur d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Bonjour
Patrimoine qui a rejoint le groupe Rain l'année dernière. Et aujourd'hui, ce groupe, effectivement, gère environ à peu près 2 milliards d'encours et au total, on est à peu près plus de 250 collaborateurs. Donc voilà, il y aura toujours un conseiller proche de chez vous pour vous accompagner si vous voulez nous solliciter pour votre patrimoine. Un petit premier sondage, et après, je laisse la parole à Félix. Sur ce premier sondage, alors, on voulait vous poser une question, parce que le thème du jour, c'est quand même les retraites, et c'est aussi comment fonctionnent les fonds de pension et pourquoi vous pouvez faire la même chose pour votre patrimoine. Voilà. Donc, on voulait, avant de démarrer, vous poser une question sur qu'est-ce que vous savez aujourd'hui des fonds de pension. Alors, les fonds de pension, en France, il n'y en a pas trop, c'est plutôt anglo-saxon globalement. Mais voilà, on voulait vous poser le sondage. Donc, Charline vient de lancer, qui nous accompagne aujourd'hui. Dans l'onglet, effectivement, sondage de votre webinaire. Vous n'en avez jamais entendu parler. Vous en avez entendu parler, mais vous ne savez pas exactement comment ça fonctionne. Vous connaissez le principe, mais vous n'avez jamais investi. Et pour ouvrir un peu le sujet, vous avez déjà investi en private equity et on verra un petit peu le sujet de qu'est-ce que le private equity concrètement et pourquoi ça se rapproche un peu des stratégies des fonds de pension anglo-saxons. Alors, normalement, vous avez le sondage qui s'est affiché. Pam, alors, 22% parmi vous aujourd'hui n'en avez jamais entendu parler, 56% vous en avez entendu parler mais vous ne savez pas comment ça fonctionne. Vous connaissez le principe mais vous n'avez jamais investi pour 11% et vous avez déjà investi en private equity pour 11%. Voilà. Donc on a un auditoire aujourd'hui qui a pas mal de choses à apprendre sur le private equity. Voilà, les petits points qu'on va voir ensemble, 5 points. Et voilà, laissons effectivement Félix avancer sur le sujet et pourquoi le private equity sur des fonds de pension. Alors, donc, je me permets de prendre la main. Merci Philippe. Donc, on va en effet aujourd'hui vous parler principalement de private equity. Pourquoi on vous parle de fonds de pension et de private equity? Tout simplement parce que les fonds de pension utilisent énormément ce type d'investissement qui représente en général au moins 20% de leurs investissements globaux. Chose que les particuliers, et notamment les particuliers français, ne font pas du tout. C'est pour ça que on vous propose un petit peu de s'inspirer des stratégies des fonds de pension, principalement américains, comme le disait Philippe, et l'appliquer un petit peu à nos stratégies de gestion personnelle, avec pour objectif, en effet, de valoriser notre capital pour la retraite, puisqu'on va parler d'investissements qui sont plutôt sur du long terme. D'accord. Et c'est pour ça que finalement, c'est un investissement qui est tout à fait adapté à un horizon de temps, de plusieurs années et qui correspond notamment, généralement, à celui de votre retraite. Voilà. Avant de démarrer là sur le déclic, déjà de faire un petit focus sur la retraite, on a une question de Marie-Claire que je trouve intéressante juste par rapport à tes propos. Pourquoi pas de fonds de pension en France, en Europe, puisqu'il devrait déjà plus y avoir de retraite? Alors, c'est plutôt une bonne question. C'est parce que justement, il faut revoir un petit peu notre système. Peut-être parce que dès le départ, nous, on est parti sur un système par répartition, alors qu'aux États-Unis, ils sont plutôt dans un système par capitalisation. Les fonds de pension donc sont plutôt traités et gérés par l'État. On peut penser justement caisses de retraite. Aux caisses de retraite, etc. Et donc, il existe des fonds de pension privés, mais c'est quand même beaucoup moins répandu en tout cas qu'aux États-Unis. Donc c'est finalement, mais en tout cas, comme vous le dites bien, c'est-à-dire que c'est une bonne transition sur les prochains slides, puisqu'il ne devrait plus y avoir de retraite. C'est-à-dire que justement, il est urgent de revoir un petit peu le fonctionnement de notre système de retraite et peut-être pas attendre que l'État justement revoie tout ça et en tout cas prendre les choses en main personnellement dès maintenant. Alors justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le système un peu de retraite français rapidement pour introduire la suite? C'est vrai que justement, comme je vous disais, notre système français est basé un petit peu sur
une distribution par répartition, c'est-à-dire qu'en fait, tous les actifs cotisent pour payer les retraites des inactifs. Et donc, finalement, ce système n'est valable que quand il y a suffisamment d'actifs cotisant pour un ou plusieurs inactifs. Or, euh, or justement, finalement, c'est tout simplement lié à l'évolution de la pyramide des âges, c'est-à-dire qu'on a tous entendu parler du baby boom, etc. S'ensuit quelques dizaines d'années après un papy boom, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme en témoignent un petit peu les chiffres que je vais vous montrer ensuite, qui sont plutôt par là. Alors, aujourd'hui, justement, du fait de l'évolution de enfin, en tout cas dès le départ, un retraité percevait comment dire, un pourcentage de la moyenne des salaires qu'il a perçus sur les 25 dernières années pour les salariés du privé, qui était un petit peu supérieur au chiffre que vous voyez là des 50%. Et puis, plus le temps passe, moins il y a d'inactifs cotisants pour un actif, plus ce pourcentage baisse et il est amené à baisser de plus en plus, puisque quand il y a plusieurs années, il y avait au moins 4 actifs qui cotisaient pour un retraité. Aujourd'hui, on est aux alentours de à peine 2, 1,8. Et puis, finalement, s'il y a bien une chose qu'on sait, c'est l'évolution de la démographie des prochaines années, hein, non pas des naissances, mais en tout cas les personnes qui sont déjà nées, quand est-ce qu'elles vont être actives, quand est-ce qu'elles vont être inactives. Et donc on peut déjà se projeter dans plusieurs dizaines d'années et savoir qu'un jour on sera un actif pour un inactif, pratiquement, en tout cas il parle d'1,2 en 2050. 2050. Et donc forcément, c'est-à-dire que voilà, le système a clairement ses limites. D'où justement la mise en place par l'État, qui bien sûr est conscient un petit peu de ces problèmes-là, et qui notamment, il y a eu la loi Pacte qui a changé un petit peu comment dire, des caractéristiques du plan épargne retraite pour inciter les gens à cotiser de plus en plus eux-mêmes sur leur plan épargne retraite, à se créer leur retraite. Et donc voilà, donc d'une part, par exemple sur les plans épargne retraite, etc. Et d'autre part, même si c'est moins l'État qui en est responsable, mais d'offrir l'accès à des solutions qui n'étaient pas accessibles avant, notamment le private equity, comme on en reparlera un petit peu plus tard. Donc en effet, donc le système repose sur l'empilement des caisses, etc. Alors, je vais me permettre de passer un petit peu, puisque ouais, on est vraiment, nous, sur un système de répartition. Et effectivement, ce que tu disais très bien, c'est que la loi Pacte, en fait, oriente un petit peu monsieur et madame tout le monde, sans que ce soit péjoratif, mais vers un régime un peu plus capitaliste et donc plus orienté pour sauver un peu le régime des retraites et pour sauver en fait vos retraites tout simplement. Ça intègre un peu de capitalisation. Donc c'est avec en plus une carotte fiscale à l'entrée, c'est pas le sujet du jour, mais voilà, il n'y a pas photo entre guillemets par rapport à ce que tu disais, c'est que si vous voulez avoir une retraite et un niveau de vie confortable plus tard, faut pas compter sur les régimes classiques. Exactement. Il faut se préoccuper de nous-mêmes. Donc ça passe par plusieurs choses. Ça passe par anticiper en générant de trouver des moyens de générer des revenus complémentaires à la retraite. Donc ça, en général, ça passe par des investissements immobiliers via le levier de l'emprunt. Et ensuite, ça passe par mobiliser un petit peu son épargne. Donc d'une part, pourquoi pas sur des plans épargne retraite qui permettent en plus d'obtenir un avantage fiscal et ensuite justement sur valoriser tout simplement le cash que l'on a disponible via des enveloppes type compte titre, PEA, assurance vie et également le private equity qui est finalement un petit peu moins connu des particuliers, tout simplement parce que déjà on n'y avait pas accès. Donc c'était un petit peu compliqué de s'y intéresser puisque même si ça nous intéressait, on ne pouvait pas investir dessus. Voilà. Ok. Alors, je me permets de passer, comme je vois qu'un bout des. Donc, en effet, on en a parlé déjà, mais la France et les États-Unis ne financent pas les retraites de la même manière, puisque nous, on l'a déjà, on vient de le voir, c'est un système par répartition, alors qu'aux États-Unis, c'est un système par capitalisation, c'est-à-dire qu'on cotise tous les mois, tous les ans,
dans des fonds de pension, et le but est que toutes nos cotisations soient revalorisées d'année en année pour obtenir un capital supérieur, bien supérieur, une fois qu'on arrive à la retraite. Et ça, finalement, ne dépendant pas du tout du nombre de personnes qui cotisent pour le nombre d'inactifs dans le pays. Système in fine plus sain concrètement, parce que pas Plus lié à des simple, paramètres pérenne. Voilà, c'est-à-dire externes. qu'il est, voilà, qui en tout cas est plus pérenne, ouais, c'est sûr. Alors, non pas que la France avait tort de faire comme ça, enfin, en tout cas, ça, j'imagine qu'on pourrait en parler pendant des heures et en débattre. Mais c'est vrai qu'en effet, la démographie permettait d'avoir un système qui tenait tout à fait la route. Maintenant, on n'avait peut-être pas assez anticipé l'évolution de cette démographie. Alors, donc, en effet, les États-Unis ont pris énormément d'avance sur tout ce qui est connaissance, investissement en private equity. C'est-à-dire que, et donc on y reviendra un petit peu sur ce qu'est le private equity. En 2 mots, pour justement introduire tout ça, c'est finalement tout ce qui est comment dire, tout ce qui n'est pas les investissements que l'on peut généralement faire dans nos PEA, nos comptes titres, nos assurances vie, sur des fonds d'investissement ou des titres, des titres de société qui sont toutes cotées en bourse et donc qui dépendent de les en bourse. Le private equity, qui veut dire capital investissement. Alors vous verrez, hein, c'est un secteur dans lequel on aime bien utiliser que des termes anglais, même en France. Et donc, on parle de private equity, de capital investment, de growth, de LBO. J'essaierai de vous donner un petit peu les traductions sur chacun de ces mots. Et donc, consiste tout simplement à investir dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. D'accord? Et donc, qui ont des potentiels de revalorisation plus importantes, avec peut-être une exposition au risque plus importante. Hein, et donc, c'est justement, il est important de bien comprendre et de bien connaître dans quoi on met les pieds. Et vous verrez notamment que la diversification sera à privilégier, comme un peu dans tout type d'investissement d'ailleurs. Ouais. Par rapport à ça, parce qu'effectivement, private equity, ok, donc effectivement l'equity, hein, c'est les actions, c'est des titres de société privées, mais en fait, ce que vous voyez sur les indices, hein, quand vous allumez la radio, CAC 40, MSCI, S&P, Nasdaq, etc. C'est ce qu'on appelle du public equity. En fait, c'est vraiment des marchés publics ouverts. Et sur la notion de, on y reviendra par rapport à ça, mais en vrai, si on fait un peu un focus sur qu'est-ce qui entraîne la baisse de marché, en fait, les baisses de marché, c'est la plupart du temps la liquidité. Le private equity, on y reviendra, pardon. C'est pas des actifs liquides et en fait, donc il y a des durées de blocage, ce qui permet effectivement aux différents gérants, aux différents fonds, de bien faire les choses parce qu'ils ne sont pas contraints pour répondre aux objectifs de valorisation publique, voilà, pour éviter effectivement d'avoir des décodes d'actifs. Et ça c'est ce qui fait toute la différence, c'est d'éviter des sorties en masse qui sont dangereuses. Et en fait, il y a une profondeur de marché qui est 8 fois, 9 fois supérieure au public equity, donc au marché coté. Et c'est pour ça qu'on verra un petit peu plus tard que les rendements en fait sont bien meilleurs que ce qu'on peut avoir sur les mêmes horizons de temps que les marchés actions. Finalement, on pourrait un petit peu lier, vous savez, quand on investit sur les marchés cotés et que on suit notamment les indices, on suit les plus grosses capitalisations d'une zone géographique donnée. Le CAC 40, c'est les plus grosses capitalisations boursières de France. Messi World, pareil, etc. On peut regarder aussi l'évolution de ce qu'on appelle les small caps sur les marchés cotés. C'est donc les petites capitalisations. Et on se rend compte que c'est des sociétés qui ont un potentiel de revalorisation beaucoup plus important, avec peut-être plus de volatilité. Donc le but, c'est finalement de se retourner vers des sociétés encore plus petites, qui ont donc des potentiels de revalorisation qui sont certainement encore plus forts, tout en évitant justement l'exposition à cette volatilité très importante qu'on peut connaître sur les marchés financiers. Et alors justement, c'est quoi un peu les différents types de private equity? Tout à l'heure, tu nous as parlé Alors, de, de, donc, de, de growth, tu nous as parlé de LBO, alors, etc., etc. C'est bah, quoi justement, concrètement? merci pour cette petite transition. Et donc, je vais me permettre d'avancer un petit peu, puisqu'on a un slide un petit peu plus loin qui nous permet de parler de ça. Alors, hop.
investit en private equity, donc ce qui consiste à investir dans des... alors là, c'est juste pour vous donner quelques informations. Vous voyez, par exemple, le plus grand fonds de pension public américain, c'est 556 milliards de dollars investis. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire que tout est investi en private equity. Et donc voilà, c'est aux alentours de 17%. C'est souvent aux alentours de 20% que voilà, les fonds de pension sont investis à hauteur en général de 20%. Et donc vous voyez, en effet, les sommes qui sont investies là-dessus. Alors, je vais plutôt. Alors, qu'est-ce que le private equity? On peut juste revenir peut-être sur la définition. Donc, c'est tout simplement le fait d'investir dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse, de les accompagner un petit peu dans le développement de leur entreprise, pour ensuite revendre ces participations à un institutionnel, à un autre fonds de private equity, tout en générant bien sûr des bénéfices. Les horizons de placement sont un petit peu plus longs et encore, c'est plutôt qui sont un petit peu les mêmes que pour des investissements, des durées de recommandation, des durées de détention recommandées sur les actions, qui sont donc supérieures à 5 ans, 7 ans, 7, 8 ans. D'accord? Un fonds de private equity en général a une durée de vie d'environ 10 ans. Quand on investit en private equity, on parle de différentes stratégies. Et en fait, tout dépend un petit peu de où en est la société non cotée dans son évolution, à quelle phase elle en est. Alors, au début, on parle de venture capital ou capital risque, comme vous voyez affiché là en français. C'est donc finalement des startups, des sociétés qui en sont pour le moment un petit peu à leur genèse, et donc qui ont besoin de lever des fonds, tout simplement peut-être pour faire de la recherche et développement. C'est des sociétés dont les revenus sont pour le moment faibles, voire inexistants, qui ne génèrent pas encore de bénéfices. Alors, c'est le segment qui offre les potentielles rentabilités les plus importantes. On n'est pas à l'abri de tomber sur le futur Amazon, le futur Google, et dans ce cas-là, on est très heureux de notre investissement. Les multiples, Pour ils autant, sont importants. voilà, les multiples sont pour être très importants. Pour autant, il y a un autre multiple qui peut nous refroidir un petit peu, c'est que, enfin, un autre multiple, en tout cas une autre statistique, c'est qu'à peu près 90% des startups ne décollent pas. Donc, en général, c'est rarement adapté à des investissements au private equity. Et si tel est le cas, en tout cas, l'important, c'est de se diversifier encore plus que sur les autres stratégies, puisqu'il faut partir du principe que de nombreuses sociétés ne décolleront pas, mais par contre, celles qui décollent peuvent souvent faire des multiples très intéressants. Et par rapport à ça, les FIP FCPI, alors on en a un peu moins maintenant parce que le cadeau fiscal entre guillemets est quand même moins intéressant, mais investissez sur du VC en grande majorité, et c'est vrai que si vous avez connu ce type d'investissement, la carotte fiscale, enfin il fallait déjà trouver le fonds qui marchait bien, et la carotte fiscale compensait en grande partie le sujet, parce que voilà, et on était sur du VC sur ces trucs-là. C'est sûr, c'est qu'en effet, les rendements sont très très disparates, parce que finalement, il y a le fonds qui a réussi à investir sur une société qui a vraiment bien décollé, et donc ça se ressent. Mais en effet, les résultats étaient pas toujours au rendez-vous. Alors maintenant, attention, des fonds en capital risque peuvent obtenir des résultats assez intéressants, et le fait de diluer et de diversifier sur de nombreuses positions permet de lisser un petit peu les rentabilités d'un millésime à l'autre. On verra ce que c'est qu'un millésime, c'est tout simplement un fonds de private equity. Voilà, en diversifiant suffisamment. Donc, Alors en ça, effet, VC, ouais. pardon? Non, je disais ça, c'est le VC, et après sur les autres stratégies, qu'est-ce Alors que voilà. tu peux nous Et donc ensuite, il y a ce qu'on appelle dire? le growth capital, et qui s'appelle aussi le capital développement. Donc ça, c'est des sociétés dont la demande est là, les perspectives de bénéfices suivent. C'est une entreprise qui est en phase de décollage, qui est arrivée à un stade parfait pour justement augmenter ses moyens de production, développer son offre. Et donc l'entrepreneur et en tout cas les dirigeants font appel à des fonds de capital développement, en tout cas d'un fonds de private equity, pour financer cette phase. Parce que souvent, on a besoin d'investir de grosses sommes justement pour mettre en place ses moyens de production, pour développer un petit peu sa gamme de produits, pour pourquoi pas aller s'implanter à l'international. Et c'est souvent dans ce segment que l'on va retrouver les fameuses licornes, vous savez, les plus ou moins startups, en tout cas les jeunes entreprises qui dépassent les 1 milliard d'euros de capitalisation, comme Back Market, Blablacar, Doctolib, Vinted, etc. Okay.
Finalement, c'est surtout dans la dernière phase qu'on va retrouver le plus grand nombre d'investissements et d'opérations en private equity. C'est sur le capital transmission qu'on appelle le LBO, leverage buyout. Donc ça, finalement, c'est des sociétés qui sont déjà matures, qui qui font des résultats, qui sont rentables. Et le but, finalement, est pour les gérants, tout simplement, de transmettre l'entreprise, de se séparer de l'entreprise. Euh, et donc, là, des fonds de private equity vont s'intéresser à ces chefs d'entreprise qui souhaitent se séparer de leur entreprise. Pardon, je me répète un peu sur le mot entreprise. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un fonds de private equity, on n'investit pas quand on est un gérant de fonds de private equity, on n'investit pas de la même manière quand on investit sur les marchés. Quand on investit sur les marchés, on fait une analyse un petit peu de la société, des cash flows, etc. Enfin, tout dépend un petit peu de sa manière de sa manière d'analyser. Et ensuite, on fait confiance surtout en son analyse et sur le fait que la société va tenir un petit peu ses engagements et ses objectifs. Quand on investit dans une société non cotée, là, le but, c'est d'accompagner réellement la société dans le développement de son activité. Quand je suis un gérant de fonds de private equity, j'ai une compétence dans un secteur, dans une zone géographique, dans une stratégie, peut-être plus LBO que growth, etc. Et donc, je vais investir dans cette société et surtout accompagner cette société pour l'aider à mettre en place une stratégie qui va lui permettre de la développer. D'accord. Donc, en effet, quand j'ai une société qui justement est en vente, d'accord, et que je peux la racheter sous LBO, je sais un petit peu que une société de ce secteur, le fait d'être la 50e société que je rachète dans ce secteur, je sais un petit peu les petites choses que je peux mettre en place pour améliorer encore la valorisation de cette société. Donc, dans cette phase-là, on va prendre un petit peu moins de risques, parce que finalement, même si je ne mets rien en place, etc., cette société, elle continuera toujours à faire du chiffre, des bénéfices, sans forcément tout chambouler. Mais on a quand même donc voilà, donc on a quand même moins de risques, pour autant des rendements qui sont tout à fait au rendez-vous, puisque on va obtenir aussi des TRI à 10, 12, 15, 20%, comme on peut le C'est trouver un petit peu sur c'est les quoi autres. justement pour toi la meilleure stratégie private equity justement pour minimiser le risque avec le maximum de rendement? Parce que tout à l'heure tu nous as dit VC, bon ok, gros rendement, très gros risque, capital retournement je suppose aussi parce qu'il faut encore Alors, retourner capital retournement, une voilà, on organe passe boîte, sur mais ça, c'est des gros investissements. On parlait par exemple de la Redoute. La Redoute qui avait un petit peu raté la phase de digitalisation et qui était peut-être un peu trop euh, qui était un peu trop cantonné avec son catalogue papier. Et je crois que c'est les Galeries Lafayette qui les avaient rachetés. Donc là, en effet, ça demande de gros investissements pour essayer de relancer une société. C'est pas toujours gagné. Il y a beaucoup moins d'investissements qui sont là-dessus. Ça nous concerne moins. Ce qui est sûr, c'est que là, aujourd'hui, vous parlez à un conseiller en gestion de patrimoine. Un conseiller en gestion de patrimoine, il a toujours intérêt à préconiser la diversification. C'est-à-dire surtout quand on parle, c'est-à-dire que si je suis un fonds de pension américain et que j'ai des milliards et des milliards et des milliards à investir, bon, je vais peut-être pouvoir me permettre une exposition au risque un petit peu plus importante sur certaines parties. Nous, le but, ça va être quand même de diversifier sur, pourquoi pas, plusieurs stratégies, plusieurs secteurs, plusieurs zones géographiques. Parce que de toute façon, on n'a pas la boule de cristal, on ne maîtrise pas tout. Et donc, pour justement s'assurer d'obtenir les rentabilités moyennes, alors après, attention, hein, c'est-à-dire que justement, le but, c'est pas d'investir au pif, c'est-à-dire qu'on va avoir un énorme travail de sélection des fonds de private equity dans lesquels on investit. Mais même avec toutes les convictions du monde, mon conseil ne sera jamais d'investir uniquement sur une société ou un fonds. Et donc, on va d'ailleurs, passer par des ouais. fonds de fonds qui vont cumuler plusieurs stratégies, plusieurs zones géographiques, plusieurs secteurs, par exemple. Ouais, top. Est-ce que peut-être tu peux donc là on a vu les différentes voilà, stratégies effectivement. Sur des fonds effectivement de private equity globalement, ce qu'on sait c'est que c'est plutôt du développement ou du capital transmission. Aujourd'hui sur les fonds de private equity entre guillemets qui ont on va dire démocratisé ou en tout cas les structures qui ont démocratisé l'accessibilité, parce que c'est vraiment ça le sujet. Tout à l'heure tu disais au début du webinaire que
Bah oui, et au final on répondait à la question, c'est pas trop accessible en France, pas trop accessible en Europe. Alors encore une fois pour monsieur et madame tout le monde, parce que en fonction, je dirais, de votre patrimoine financier, vous pouvez investir directement sur des fonds qui demandent la plupart du temps des tickets de 10 millions. Bon, on n'a pas toujours ça sous le coude. Et justement, il y a des sociétés de gestion qui ont créé des fonds de fonds, c'est ce que tu viens de dire justement, pour démocratiser l'accessibilité à des gros fonds européens, américains, internationaux, et diversifier aussi les stratégies d'investissement. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment fonctionne justement un fonds, voilà, un fonds de private equity auquel on peut avoir accès, je dirais, voilà, quand on a un patrimoine financier plus faible qu'un family office qui peut mettre 10 millions sur un fonds. Alors, bien entendu, si on vous parle de ce sujet, euh, finalement, c'est que maintenant, tout le monde, à peu près, peut avoir accès au private equity. C'est vrai qu'un fonds de private equity, en général, fait plusieurs dizaines, centaines voire milliards d'euros, centaines de millions d'euros, voire milliards d'euros, et ne cherche pas à avoir des tickets de 10 000 euros pour obtenir son milliard d'euros. Et donc, il y a des sociétés, finalement, on se rend compte que les particuliers souhaitent investir en private equity. Elles ont finalement quand même des sommes non négligeables à investir. Et donc, il y a des sociétés qu'on appelle souvent des feeders, qui vont donc regrouper les souscriptions de de nombreux particuliers pour aller effectuer une souscription auprès du fonds de private equity. Et donc ça va le faire auprès de plusieurs fonds de private equity pour nous offrir, nous, en tant que particuliers, l'accès à un fonds de fonds. C'est-à-dire que justement, un fonds qui investit plusieurs fonds de private equity pour justement nous permettre d'être diversifiés, déjà tout simplement diversifiés sur plusieurs maisons de gestion, plusieurs sociétés, et aussi diversifiés peut-être en termes de stratégie, de zone géographique ou de secteur d'investissement. Euh, Aujourd'hui, en effet, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, mais je crois qu'on y reviendra un petit peu plus tard, il y a quelques années, quand on regardait l'investissement moyen par investisseur par fonds, on était aux alentours de 10 millions d'euros. Donc, c'est sûr que ça ne concernait pas beaucoup de nos clients. Ça s'est énormément démocratisé déjà depuis quelques années via l'accès à des fonds à partir de tickets aux alentours de 100 000 euros. Et beaucoup plus récemment, à partir de tickets aux alentours de 10 000 euros. Attention, là, je vous parle quand on souhaite investir en nominatif auprès de ces fonds de private equity. Il est possible déjà depuis quelques temps d'investir via des contrats d'assurance vie notamment dans des fonds de private equity, souvent à partir de tickets beaucoup plus raisonnables, aux alentours en général de 1 000 euros. Mmh. Okay. Alors là, c'est vrai que devant vous, vous avez un petit peu la profondeur de marché. Donc, comme Philippe le disait, je crois que tu disais qu'il y avait 8000 fois Ouais, plus. 8 à 9 fois Alors, de plus de finalement, profondeur sur le c'est périmètre. en termes de nombre de sociétés concernées. Alors, c'est sûr que, en effet, euh, pardon, tout ce qui est offre publique concerne beaucoup moins de sociétés, mais beaucoup plus de volume en termes de capitalisation. C'est-à-dire que, en effet, un Total, un L'Oréal, etc., sa Mmh. capitalisation boursière correspond à la capitalisation boursière de très, 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 très nombreuses sociétés du private equity. Maintenant, en termes de nombre de sociétés, sachez que voilà, 90-94% des sociétés réalisant plus de 100 millions de chiffre d'affaires annuel, donc sans aucun jugement, on ne parle pas forcément du petit commerce, de la petite boulangerie d'à côté de chez nous, on parle de sociétés souvent que l'on peut connaître. Je vous parlais tout à l'heure de Doctolib, etc. Ouais, ça Mais peut être on peut parler il y a de eu des voilà, Leroy histoires, Merlin, ouais, c'est ça. Conto, tout ça, c'est des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Et surtout, la part des actifs sous gestion, c'est-à-dire qu'en plus, on voit une croissance non négligeable des actifs sous gestion en private equity. Et donc, et d'ailleurs, il y a des prévisions qui parlent je ne sais plus, de 10 milliards en 2030. C'est-à-dire que la collecte en private equity ne devrait qu'augmenter pendant les prochaines années. Mmh. Et en effet, il y a environ, je me permets parce que j'avais une petite donnée sur le nombre de sociétés
non pas existantes en non cotées versus le nombre de sociétés existantes en cotées, mais le nombre de sociétés qui sont accompagnées par des fonds de private equity. En France, il y a 2200 sociétés qui sont accompagnées par des fonds de private equity actuellement. Cela représente 2,5 fois plus que le nombre de sociétés cotées en bourse, puisque je crois que c'est 800 ou 1000 sociétés qui sont cotées en bourse. Aux États-Unis, il y a 4000 sociétés qui sont cotées en bourse. Il y en a le double qui sont accompagnées, d'accord, je dis pas existantes, qui sont accompagnées par des fonds de private equity actuellement. Voilà une donnée. Ça c'est aujourd'hui effectivement la culture française la culture française financière, on sait qu'on n'est pas des bons élèves par rapport à ça. C'est dans notre culture par rapport à des Américains, par rapport à des Anglo-Saxons, même les Anglais, hein, qui dès le plus jeune âge entre guillemets font investir leurs enfants sur des titres, des actions, etc. Aujourd'hui, on le voit hein, quand on analyse le patrimoine de nos clients, qui reste encore très orienté, trop peut-être même orienté immobilier ou fonds euros, donc il y a un actif général, compagnie d'assurance avec des rendements qui correspondent au rendement des taux moyens d'État. Il n'y a pas trop de prise de risque. Le français est quand même assez averse au risque, alors que si on cadre bien la stratégie patrimoniale, l'horizon de temps, c'est peut-être ce que tu vas nous montrer là. Il n'y a que le risque qui permet de gagner de l'argent. Alors moi j'aime bien dire qu'on a peur de ce qu'on connaît pas. C'est sûr que justement, en effet, c'est une classe d'actifs qui, sur le papier, est risquée, d'accord. Pour autant, historiquement, qui a toujours battu toutes les autres classes d'actifs en termes de performance. Et en effet, tu parlais du fonds euro, c'est-à-dire que moi, qui sont investis principalement sur des fonds euros, parce que soit ils ont ouvert leur contrat il y a de nombreuses années et que l'évolution des taux fait que les rendements qu'ils avaient au début de leur investissement n'est plus du tout celui qu'ils connaissent aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que le fonds euro, c'est quelque chose qui est très franco-français. Hein. Allez dire à un Américain que vous pouvez placer de l'argent avec du capital garanti, etc. Enfin, ah bon, c'est étonnant ça. Et ne serait-ce que d'investir, par exemple, sur des actions plutôt que sur du fonds euro, les gens ne le font pas par surtout manque de connaissances. C'est sûr que quand on passe 10 minutes avec notre banquier et qu'on nous demande est-ce qu'on veut quelque chose de prudent ou quelque chose de risqué, bah forcément quand on connaît pas la chose, on a plutôt tendance à répondre prudent. Maintenant, quand on regarde un petit peu dans le détail, etc., on comprend que en fonction de notre horizon de temps, le risque peut être énormément dilué par justement le temps. C'est-à-dire que un investissement en action sur un horizon de temps de 1 ou 2 ans, c'est très risqué. Un investissement en action sur un horizon de temps de 10-15 ans, c'est tout à fait adapté. Alors bien sûr, on n'investit pas sur une action, hein, puisqu'on ne peut pas tout maîtriser, mais je pense que l'histoire nous montre que jamais un fonds euro a battu un indice action sur un temps suffisamment long. On ne parle pas de 2-3 ans. Alors, en témoignent en effet les rentabilités du private equity depuis des années. C'est-à-dire que sur 10 ans, quelle que soit un petit peu la stratégie choisie, on est aux alentours de 15% de rentabilité. Quand les autres classes d'actifs, notamment le CAC 40 qui fait plutôt 10%, le MSCI World qui fait plutôt aux alentours de 8%, même le SP500, c'est-à-dire que moi j'étais amusé à comparer un investissement en 2010 sur du private equity, attention, pas un fonds en particulier en choisissant le meilleur, hein, mais la moyenne de rentabilité des fonds de private equity versus un investissement de 100 euros sur le SP500 qui est un des marchés qui a le mieux performé sur cette période, eh ben, l'investissement en private equity reste toujours plus rentable. Alors bien sûr, il est important ensuite de regarder un petit peu dans le détail et en effet de ne pas investir au pif dans n'importe quel fonds de private equity, puisque quand on regarde un petit peu dans le détail, on voit qu'il y a plusieurs quartiles. C'est-à-dire que les meilleurs fonds de private equity vont avoir des rentabilités plutôt aux alentours de 20-25% de taux de TRI. Et bien entendu, il existe des fonds de private equity qui font des performances beaucoup moins satisfaisantes, voire même négatives, bien entendu. Et c'est là où justement d'être accompagné par un cabinet, par une société de gestion, etc., pour la sélection des fonds de private equity dans lesquels on investit. Ça, c'est un autre sujet, mais
au moins aussi important. Après, tu as aussi les stratégies de déploiement qui permettent de diversifier parce que, en vrai, ce qu'on disait tout à l'heure sur les fonds de fonds, pour le coup, alors la plupart du temps, on a 4, 5 grands fonds à l'intérieur et en fait, c'est ce qu'on verra un petit peu plus loin dans la présentation. Le déploiement, c'est vous mettez pas tout l'argent sur la table tout de suite. Et c'est ça qui fait la différence parce que la plupart du temps, un fonds de private equity, votre investissement est déployé, donc on verra ce que ça veut dire, sur 5 ans, sur 4-5 ans. Donc forcément, on rentre à des dates différentes, dans des cycles économiques qui sont différents, sur des fonds qui sont eux-mêmes diversifiés. Donc en fait, le coefficient de diversification sur ces investissements-là, il est monstrueux, beaucoup plus monstrueux, entre guillemets, que n'importe quel OPCVM, ETF, X ou Y qu'on peut avoir sur un marché, je dirais, plus standard, tel que vous connaissez côté. Quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas si on a un slide qui montre un petit peu le fonctionnement d'un fonds de private equity, mais je vais me permettre un petit peu de l'expliquer oralement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comment fonctionne un fonds de private equity. C'est des gérants qui ont donc un projet de collecter tant de dizaines, centaines de millions d'euros pour investir sur une dizaine, une quinzaine, en général, c'est ça. Hein. Un fonds de private equity, quand on parle de LBO, on investit sur une dizaine, une quinzaine de sociétés. Je me suis permis juste de mettre le schéma qui représente un peu le fonctionnement derrière. Et on peut remplacer effectivement les groupes bancaires et ça par des investisseurs particuliers. C'est un petit peu ça. Et donc, en fait, les gérants vont faire un petit peu un tour de table et donc aller rencontrer les investisseurs potentiels pour leur présenter leur projet. Donc, en général, ils n'en sont pas leur coup d'essai. C'est-à-dire que quand ils viennent présenter leur projet, ils montrent un petit peu tous les fonds qu'ils ont pu gérer déjà précédemment. C'est ce qui permet un petit peu de juger le travail d'une société de gestion, puisque quand on investit dans un fonds de private equity, le fonds n'a pas vraiment d'historique en lui-même, puisqu'il est en phase de genèse. Et donc, va rencontrer les investisseurs potentiels pour leur demander quelles sont les sommes qu'ils sont prêts à investir dans le fonds. Sans pour autant leur demander de décaisser les sommes qu'ils sont prêts à investir. Une fois que j'arrive un petit peu à ma taille cible, je commence, donc quand je dis je suis un gérant de fonds de private equity aujourd'hui, je commence à investir un petit peu à analyser les sociétés qui peuvent m'intéresser dans le secteur, la zone géographique un petit peu ciblée. Et puis voilà, là j'arrive à une société qui m'intéresse. Imaginons, j'ai un fonds qui fait 100 millions, dont la taille cible est de 100 millions d'euros, et la société en question vaut 10 millions d'euros, ce qui représente 10% de la part de mon fonds. Et donc en fait, là maintenant, je vais aller voir toutes les personnes qui se sont engagées à investir tant d'euros dans mon fonds pour leur demander de décaisser, c'est ce qu'on appelle un appel de fonds, de 10% de leur engagement total. Et donc à partir de ce moment-là, ça va me permettre d'acheter la société. Et la société, je vais la conserver en général 3, 5, 7 ans, d'accord ? C'est pas une obligation, n'empêche que souvent ils ont une obligation de ne pas la détenir, enfin en tout cas il y a une fin de vie du fonds qui est en général au bout de 10 ans après la première date de lancement. Voilà. Et en fait, donc je vais acheter les sociétés fur et à mesure pendant les 3, 4, 5 premières années de création de mon fonds. Alors, je ne maîtrise pas exactement quand est-ce que je vais acheter telle ou telle société, puisque je les analyse. Finalement, je n'achète pas comme sur les marchés, je vais rencontrer les gérants, je vais rencontrer, me déplacer directement. Et ensuite, voilà, à fur et à mesure, sur les 4-5 premières années, j'ai trouvé des sociétés à acheter, j'ai fait les appels de fonds correspondants. Il est d'ailleurs très possible et d'ailleurs très courant que je n'arrive pas à investir 100% exactement de l'engagement de mes investisseurs, tout simplement parce que quand j'ai investi 87 millions sur mes 100 millions d'euros, il faut que je trouve exactement la société qui vaut 13 millions d'euros. Il n'est pas certain que je la trouve. Et donc, il arrive que je n'ai pas investi 100% des sommes et donc vous n'avez pas été appelé. C'est-à-dire que les sommes qui ne sont pas investies, vous ne les avez pas pour autant confiées aux gérants. Et donc, en effet, le fait d'avoir des appels de fonds qui sont de manière régulière pendant 5 ans fait que déjà on a des points d'entrée sur un même secteur, une même zone géographique qui sont déjà différents. Et si en plus j'applique ça à plusieurs investissements, plusieurs fonds, et ben ça va me permettre de diversifier et donc de fur et à mesure faire des décaissements sur plusieurs secteurs, plusieurs millésimes, c'est-à-dire des années de création du fonds, plusieurs stratégies peut-être, et donc voilà de diversifier énormément mon investissement.
Tac. Est-ce que c'est plutôt clair? Écoute, pour moi, oui. Mais pour nos auditeurs, écoute, ça a l'air limpide. On n'a pas beaucoup de questions sur Ah le oui, chat. et Donc, d'ailleurs, ce que je vous ai pas dit pour finir vraiment le fonctionnement, c'est-à-dire que comme je conserve ma société pendant 3 à 7 ans, dès que je vends une société, bien sûr, je reverse à tous les investisseurs la somme qui correspond à leur investissement, d'accord, avec en général une plus-value. Et donc finalement, quand j'investis en private equity, si par exemple je m'engage pour 100 000 euros, ça ne veut pas dire que je vais avoir décaissé 100 000 euros pendant 10 ans. Les 100 000 euros, je vais les décaisser pendant les environ 4-5 premières années. Et à partir de potentiellement la quatrième, mais plus généralement la 5-6e année, je vais commencer à avoir des retours sur investissement. Et donc, voilà, le premier euro décaissé et le dernier euro encaissé, il s'est passé en général 10 ans. Mais ça veut je me suis justement délaissé de mes 100 000 euros et enfin, le premier jour et que j'ai attendu 10 ans pour avoir un retour sur investissement. Et ouais, d'ailleurs, c'est vous là où on verrez va que rentrer dans le vif du sujet après. voilà, ce qui va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet. Je passe les slides. Ouais, alors peut-être juste, parce que forcément on a quand même des obligations de conseil, bien entendu. Ça va de soi là. Là, on présente un peu. Tu peux peut-être juste nous parler 3 secondes de ce qu'il faut accepter en contrepartie de ce type d'investissement, ce qui va être risque, liquidité, blocage, etc. Même si tu l'as déjà dit, mais Donc, en effet, oui. C'est-à-dire que là, le principal risque, ou en tout cas la principale contrainte, elle est sur la liquidité quand j'investis en private equity. C'est-à-dire que quand vous êtes engagé sur un certain montant d'investissement, euh, vous ne pouvez pas ensuite renoncer à un appel de fonds. En tout cas, en général, il y a des pénalités, hein, parce que là, la société de private, le fonds de private equity s'est engagé à acheter une société. Il faut bien qu'il trouve les fonds. Et surtout, vous n'avez pas vraiment la main sur le moment où vous récupérez les sommes investies. Tout simplement parce que c'est pas comme sur les marchés financiers où je souhaite vendre à tout prix, quel que soit le moment, et j'appuie sur mon petit bouton vendre. Et là, il y a de toute façon de la liquidité est assurée sur les marchés sur à peu près toutes les valeurs que vous connaissez. Et donc, la vente est immédiate. Là, vous appelez un gérant de fonds de private equity pour lui demander de récupérer votre investissement et de vendre. Bah, une société de mon côté, je la vends pas comme ça en fait. Il faut justement que je rencontre des acheteurs potentiels, que enfin une vente c'est un petit peu long, qu'on soit à un moment opportun pour sortir. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez décidé de sortir que tous les actionnaires ont décidé de sortir. Et donc en effet, on est en général, je dis bien en général parce que maintenant l'offre se développe et donc il existe notamment, j'ai en tête un fonds evergreen, c'est-à-dire qu'il n'a pas de durée de vie, c'est-à-dire que c'est toujours des investissements dans des nouveaux fonds de private equity et des sorties en continu, ce qui permet d'assurer beaucoup plus de liquidité pour le client. Bien sûr aussi, vous êtes exposé à un risque de perte en capital, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas la garantie que la société qui a été rachetée euh, soit revalorisée, même si bien sûr c'est l'objectif. Et c'est là où justement la diversification est importante et la diversification permet de réduire ce risque. top. Voilà principalement. Bon, cool. Alors, on va parler un petit peu après justement, et c'est là où le cœur du sujet des stratégies, de ce type de stratégie-là, en fait, c'est que vous allez faire travailler votre argent sans le décaisser réellement, et ça, c'est plutôt intéressant. Avant, on voulait vous poser une question sur effectivement, pour vous, par rapport à votre horizon retraite, quelle est la durée? Alors, c'est effectivement un dernier petit sondage parce que, comme vient très bien de le dire Félix, on est vraiment sur des solutions, enfin sur une solution, un cadre, une enveloppe d'investissement plutôt long terme, et effectivement on ne maîtrise pas la sortie, ou même si ça peut arriver c'est dans des conditions très 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 dégradées parce que le fonds en lui-même a pris des engagements. Donc voilà, on vous a envoyé un petit sondage. Moins de 5 ans, auquel cas ce type de stratégie-là ne s'adapte pas à vous. Entre 5 et 10, on commence à avoir des vrais sujets. 10, 20 et plus de 20. Voilà, là, on parle vraiment d'horizon C'est long vrai que terme. moins de 5 ans de base, on n'est pas du tout éligible au private equity. Mais maintenant, comme je vous le dis, sauf sur des fonds euh, evergreen via des contrats d'assurance vie ou un fonds en nominatif pur. Mais c'est vrai qu'en général, c'est peu adapté. Mm, mm. Alors,
Tac. Ah, on n'a pas encore toutes les réponses. Oh, c'est assez équilibré. 25% pour tout le monde. Voilà. Donc bon, moins de 5 ans, ouais, un peu tendu. Alors, on ne Euh, peut pas de sortir de la salle pour autant, pour moins de 5 ans, mais en effet, il faut vraiment garder ça en tête. Alors, c'est pas pour autant, parce que même quand on est à la retraite, hein, on peut souhaiter faire valoriser encore son patrimoine, son capital, et mais en tout cas garder en tête que, en tout cas, la somme que j'investis en private equity, ne pas forcément avoir une attente de retour sur investissement dans les moins de 5 ans. ouais. Alors voilà, on a posé le cadre de ce type d'investissement et effectivement, comme quand on parlait un peu du sujet du webinaire qui est les stratégies des fonds de pension, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors certains appellent ça des stratégies re-up. Bon, c'est du réemploi, du réinvestissement, où en fait, voilà, sans spoiler le sujet, mais vous allez réutiliser entre guillemets les distributions des fonds, et c'est ce que disait Félix tout à l'heure. Il y a des décaissements, il y a des encaissements, et en fait, c'est la gestion de ces décaissements-encaissements qui va vous permettre d'arriver et d'atteindre des objectifs de revenus, des objectifs de patrimoine assez intéressants. Voilà. Exactement. Donc voilà un petit peu Comme, voilà un petit peu le cœur du sujet. comme un fonds de private equity, si vous considérez que votre engagement, vous allez être investi sur environ 4-5 ans avec des appels de fonds qui sont de l'ordre de 20% par an. Alors en fait, ce qui n'est pas facile en private equity, c'est que, en tout cas, les gros fonds de private equity ne peuvent pas vous donner de visibilité sur les appels de fonds qu'il y aura sur les 5 prochaines années, puisque cela ne dépend que des opportunités qui s'offrent à eux, et donc c'est au moment où ils souhaitent saisir une opportunité qu'ils font l'appel de fonds correspondant. Quand on investit sur des fonds de fonds qui sont ultra diversifiés, sur de nombreux fonds, etc., certaines sociétés arrivent à modéliser un petit peu les appels de fonds, ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus de visibilité sur les appels de fonds que l'on aura, et même sur les retours sur investissement. Et donc, on arrive à savoir que en investissant X euros, je vais avoir un appel de fonds de 20% de cette somme chaque année sur les 5 premières années, et je vais avoir mes retours sur investissement à partir de la 5e année. Et donc, ça me permet de mettre en place une stratégie, puisque j'ai un petit peu de visibilité sur les flux de trésorerie que je vais avoir sur les prochaines années, et cette stratégie étant le re-up, comme l'a dit très justement Philippe. Donc, le programme re-up, c'est-à-dire de s'engager régulièrement sur des nouveaux fonds qu'on appelle des nouveaux millésimes, c'est-à-dire que une société de gestion qui a créé un premier fonds en 2020 et qui crée un deuxième fonds en 2021 ou 2022 ou 2023, c'est-à-dire que justement, c'est pas forcément un par an. Le premier s'appelle le millésime 1, le deuxième s'appelle le millésime 2, tout simplement. D'accord et donc, je sais qu'en investissant en année 1, je vais avoir des retours sur investissement en général en année 4 ou 5. Or, je ne réinvestis que 20% de mon engagement total en année 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, sur les 4-5 premières années, je ne fais faire qu'investir, puisque les retours sur investissement de mon premier fonds, je n'en bénéficierai qu'en général au bout de la 4-5e année. Mais à partir de la 4-5e année, tous mes nouveaux investissements seront financés par les retours sur investissement des premiers fonds. En C'est un témoigne petit peu ce qu'on voit sur le slide. le tableau que voilà, nous partage Philippe, c'est-à-dire que j'ai sélectionné un fonds de private equity dans lequel j'ai fait mes premiers appels de fonds les 4 premières années, sur lequel j'ai versé 20 000 euros par année. Donc 1, 2, 3, je suis à 60 000 euros de décaissés. Mais à partir de la 4e année, j'ai déjà des distributions et des retours sur investissement de mon premier investissement à hauteur de 10 000 euros, et je réponds à l'appel de fonds de 20 000 euros. Et donc, finalement, cette année-là, ça ne m'aura coûté que 10 000 euros. Mais plus les années passent, et donc ensuite, j'ai que des retours sur investissement. Donc, si je ne me suis pas engagé sur un nouveau fonds de private equity, là, justement, j'ai des flux positifs. Mais peut-être que si l'horizon de la retraite n'est pas là, d'accord, parce que finalement, l'idéal est de se dire que de profiter de votre situation d'aujourd'hui pour améliorer celle de demain, de la retraite. Tant que vous avez des sommes à investir, autant investir sur de nouveaux fonds, et de faire en sorte que vous ayez vraiment plus d'appels de fonds que vous n'ayez plus à répondre à des appels de fonds et ne bénéficiez que des dividendes à partir du jour où vous partez à la retraite. Et ouais.
D'ailleurs, là, je fais juste une petite aparté, parce que c'est vrai que les chiffres peuvent paraître impressionnants. En année 1, on est à -20, donc quand on est effectivement sur un fonds avec des appels, enfin sur un fonds avec des appels de fonds, sans faire de jeu de mots, de 20 000 € par an, en fait, on se rend compte effectivement qu'on commence à avoir des distributions à partir de l'année 4, 5, pardon, pour le coup, et en fait, votre décaissement pour un engagement de 100 000 n'est que de 80. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'en fait, vous faites travailler votre argent sur 100 000, mais en ne décaissant que 80. Et ça, c'est assez puissant. Et pourquoi je faisais une petite aparté par rapport à ça? Parce qu'en vrai, ok, vous dites j'ai dégagé, entre guillemets, j'ai décaissé 80, j'arrive à plus 70 à la fin. Waouh, vous dites c'est extraordinaire, j'ai un multiple de 1,7. Alors, un TRI, donc un taux de rendement interne d'opération entre tous les flux décaissés et les flux encaissés, ça peut paraître beaucoup, mais c'est ce qu'on disait en début de webinaire, c'est vraiment une statistique historique de marché. C'est pas du tout lié à la meilleure performance d'un fonds, etc., etc. Non, Donc c'est clairement cette une moyenne. performance-là, c'est vraiment C'est une clairement une réalité, quoi. moyenne et d'ailleurs on essaye si on peut trouver des fonds qui ont plutôt tendance à surperformer la moyenne du marché plutôt que sous-performer, on n'hésite pas une seconde. Euh, et justement ça m'amène à un point, c'est quand on investit sur un fonds de private equity, en général un fonds a un objectif à la fois de TRI, taux de rendement interne annuel, et de multiples. Et donc souvent on va vous dire sur ce fonds de private equity, on a un objectif de multiple de 2 sur une durée de 10 ans. Et on vous parle aussi d'un taux de rendement de 13% ou de 12%. Or, pour ceux qui arriveront à me suivre, si vous prenez une somme investie et que vous lui appliquez un taux de rendement de 12% pendant 10 ans, donc vous faites 1,12 puissance 10, vous vous rendrez compte que vous arrivez à un multiple qui est bien supérieur à 2. Tout simplement parce que, en fait, vous n'avez qu'une partie de vos sommes, de votre engagement qui est investie et donc qui permet de bénéficier de cette rentabilité de 13%. Et donc souvent le private equity c'est super, on nous parle d'un taux de rendement à 13%. Mais si vous n'avez que 20% de votre engagement qui tourne à 13% et que les 80% restants vous les avez laissés sur vos livrets ou sur du fonds euro, on perd un petit peu l'avantage. Et cette stratégie de re-up nous permet finalement d'avoir, après les 3-4 premières années qui sont à passer, ou alors on pourrait d'ailleurs s'investir sur plusieurs fonds, enfin, qui ne sont pas difficiles à passer, mais en tout cas, d'avoir justement suffisamment d'avoir investi depuis suffisamment longtemps pour aussi bénéficier des retours sur investissement des premiers investissements. Et donc, au bout d'un moment, nous permet d'avoir quand même la somme que l'on souhaitait investir en private equity, une bonne partie investie, et que donc j'ai la totalité de mon engagement qui tourne à 13%, et pas uniquement 20%. Je ne sais pas si vous me suivez à peu près. Il n'y Et a pas donc, de question, en tout cas. vous verrez d'ailleurs que il existe certains fonds de fonds qui permettent aussi, mais ça c'est un petit peu différent, et donc c'est pour des montants d'investissement un peu plus faibles, qui permettent d'avoir tous les fonds qui sont appelés dès le départ, et donc de bénéficier sur l'entièreté de votre engagement de cette fameuse rentabilité recherchée. Ok. Merci Félix. Euh, bon, on va passer l'histoire de la courbe en J parce qu'en vrai, on l'a déjà évoqué. Comment J, juste pour vous l'expliquer en 2 minutes, c'est-à-dire qu'en tout cas, pour ceux qui sont peut-être qui ont peut-être lancé leurs premiers investissements en private equity récemment et qui se disent bon bah finalement les 13% dont nous parlent Félix et Philippe, j'en vois pas la couleur. Pas de pas de panique. En fait, au début, les 2-3 premières années de votre investissement en private equity, quand vous recevez les reportings des maisons de gestion, on vous dit que votre investissement qui était de 100, bah, il est plutôt à 99, 98, 96. C'est tout simple à expliquer. C'est pas que l'investissement est mauvais, loin de là. C'est que un fonds de private equity qui a racheté une société qui tient ses comptes tous les ans ne va pas, sous prétexte qu'il vient de l'acheter, une société 100 euros, va mettre dans ses comptes qu'elle vaut 200. D'accord. C'est peut-être son objectif qu'elle vaille un peu 200, mais il faut le temps de mettre en place un petit peu sa stratégie pour justement que la société soit valorisée. Donc en fait, ma société qui vaut 100 euros, elle va valoir 100 euros pendant 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans. Et or, vous allez quand même subir des frais de gestion. Et donc vos 100 euros vont valoir 99, 98 ou 95, 96, etc. Avant que on ressente vraiment la revalorisation des sociétés sous-jacentes. Mm. Merci pour Félix pour ces petites précisions. Euh,
Alors, parce qu'effectivement, on a déjà pas mal évoqué, on vous donnera des exemples concrets de stratégies, enfin peut-être un, parce que surtout sur de la, parce que là sur le sujet c'est la retraite, donc qui dit retraite dit plutôt création de revenus complémentaires. On peut avoir ce type de stratégie-là aussi sur de la transmission. On se focusera aujourd'hui sur la partie revenus complémentaires. Euh, voilà. Avant de vous lancer un petit sondage, en résumé en fait sur les 3 avantages d'une stratégie donc de réinvestissement, de réemploi des distributions. Euh, en vrai, c'est voilà ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que déjà un millésime, donc c'est le risque lié au timing de marché, un millésime en tant que tel est déployé sur 4, 5 ans, sur plusieurs fonds qui eux-mêmes sont investis sur plusieurs sociétés. Et si on met en place une stratégie de réinvestissement, en fait, vous diversifiez encore plus votre investissement pour la simple et bonne raison, c'est que chaque millésime n'est pas investi sur les mêmes fonds, sur les mêmes dates et forcément sur les mêmes sociétés sous-jacentes. Donc ça, c'est vraiment très important parce que le meilleur, pardon, le meilleur moyen de réduire son risque quand on fait, voilà, quand on gère un patrimoine, ça, on est bien placé pour le savoir, c'est la diversification. Il y a pas d'autre sujet. On peut le voir, ne serait-ce que sur les exemples récents. Quand on a un peu de matière première en portefeuille, bah oui, alors il y a des actifs qui baissent, l'IT, l'IA, il y en a d'autres qui montent, les matières premières, mais c'est un exemple récent et c'est juste la logique de la diversification pour reprendre un exemple de contexte. Le deuxième avantage, ça va être... Philippe, parce que tu parles un petit peu de diversifier un petit peu les points d'entrée en termes Oui, bien d'actifs, sûr. ce qui tout à fait a du sens. Et pour autant, le private equity, quand même, gardé en tête, est beaucoup moins dépendant un petit peu des points d'entrée, tout simplement parce que les gérants choisissent surtout leurs points de sortie et leurs points d'entrée. C'est-à-dire que si, c'est-à-dire que on a un petit peu étudié, quand vous regardez les rentabilités moyennes du private equity, une année de Covid, une année de crise des subprimes, une année de guerre, etc., les rendements ne sont pas trop impactés, voire peu, tout simplement parce que les gérants peuvent choisir leur point de sortie. Et si justement c'est pas du tout le moment de vendre, eh ben je vais pas vendre et je le vendrai l'année d'après ou 2 ans après. Mm, mm. Yes, tout à fait. Donc oui, les points d'entrée et les points de sortie, très importants. Et effectivement, les deux autres petits points qu'on voulait mettre en termes d'avantages, c'est des flux de trésorerie prévisibles, en vrai, parce que les inputs, les outputs, donc c'est décaissement, encaissement, on peut, en fonction des fonds, en fonction des sociétés de gestion, avoir une lisibilité extrêmement précise. Et après, effectivement, ça reste voilà, une allocation qui doit représenter un certain pourcentage de votre patrimoine, bien entendu, voilà, Voilà. en termes Il y a, d'allocation et de il risque. y a des recommandations de l'AMF qui, en fonction de votre patrimoine, disent qu'il ne faut pas être à l'instant T investi à plus de 10, 15, 20, 25%. Tout dépend un petit peu du montant de votre patrimoine. Euh, on parle plutôt de 10-15% en général. Ouais, Après, c'est tout à fait ça. attention, souvent, un engagement de 100 000 euros ne veut pas dire qu'on est investi pour 100 000 euros. On avait des statistiques de ça, c'est quelqu'un qui a un patrimoine aujourd'hui entre 1 et 5 millions d'euros, qui commence à être pas mal, n'est investi en fait en private equity qui est à hauteur de 1%, donc c'est très peu, Ouais. alors que Et des family c'est office, c'est même 0,1% quand on regarde les particuliers qui sont pas ouais, tous c'est absent de 80% des portefeuilles. c'est ça. Alors que, parce qu'on vous parle de fonds de pension, mais il y en a qui nous ont pas attendus pour copier les fonds de pension, c'est les grosses fortunes. Et les grosses fortunes, elles, sont investies à hauteur de 20% sur le private equity. En général, ils font pas les choses totalement, de manière Non, mais c'est surtout l'avantage, c'est que vous pouvez reproduire en fait la construction de patrimoine d'une bah, grosse fortune sans avoir une grosse fortune, et c'est ça voilà. Du fait l'intérêt. de l'évolution de l'accessibilité à ces produits-là, vous permet de répliquer la même stratégie. Ouais. Ouais. Du coup, top transition idéale pour notre sondage. Je pense que c'est l'un des derniers. Pour le coup, et pour le coup, le montant
que vous pourriez envisager chaque année, alors, par rapport à votre patrimoine, à vos flux de revenus notamment, d'investir en private equity, alors sur un objectif voilà, de construction de flux futurs, potentiellement à 10 ans pour la retraite à minima, en l'occurrence. Donc ça va être moins de 10 000, entre 10 et 20, entre 20 et 40 et plus de 40. Voilà, je vous laisse effectivement un petit moment pour compléter ce sondage, et après on vous donnera, on vous présentera une stratégie réelle de construction de revenus complémentaires avec une superposition de millésimes et donc de réinvestissement qu'on peut présenter, qu'on peut mettre en place. Et voilà, si Félix, tu voudras ajouter autre chose après par rapport à ce type, on pourra aussi déborder un petit peu si tu veux ajouter 2-3 autres points. Je pense que l'exemple sur la transmission du patrimoine, on va, vu le timing, on va plutôt la cuter, mais voilà, ça nous permettra effectivement déjà de bien détailler une stratégie de revenus. Donc, alors là, pour le coup, on est moins de 10 000 ou entre 10 et 20 000 par an. Donc c'est déjà des bons moyens pour voilà, construire un patrimoine en termes de capacité d'investissement. Exactement. C'est vrai que sachez qu'on met des exemples avec 100 000 euros d'engagement et donc des appels de fonds de 20 000 euros. Ne pensez pas qu'il est impossible d'investir, même quand vous avez les moins de 10 000 euros à investir chaque année. Comme je vous ai dit, c'est peut-être pas exactement les mêmes partenaires, peut-être pas exactement le même fonctionnement. Peut-être que la stratégie de re-up se met en place un petit peu différemment, mais il existe des solutions pour ceux qui souhaitent investir moins de 10 000 euros par an en private equity. Ouais. Top. Ouais, du coup, Est-ce que je te laisse présenter l'exemple concret ouais, si tu veux, pas de souci. On va prendre pam pam pam. Ah, attendez, parce que j'étais un Oui, peu loin. laissez-moi. Ouais, on avait 2 exemples. On va travailler. On va vous présenter que le premier, celui effectivement sur la génération de revenus. Objectif générer, ambitieux, hein, objectif générer 60 000 euros de revenus nets d'impôts, 50, 60 net d'impôts. Mais là, dans l'exemple, on est 60 net d'impôts à 10 ans. Voilà, vous dites, ouais, ok, ambitieux. Quand même, parce qu'au final, ça peut être plus que votre retraite. Pour le coup, on va voir quels moyens on peut y mettre en face réellement, à quoi ça peut vous engager, et surtout comment on fait. Et en fait, c'est là où vous allez voir vraiment l'efficacité même d'une stratégie re-up. Alors, tac. Oui, alors effectivement, paramètres, pas sans savoir qu'il y a une petite modification de la fiscalité, notamment du PFU, vraiment forfaitaire unique sur les fiscalités des valeurs mobilières. Tous les placements financiers ne sont pas impactés hein, pour le coup, mais voilà, on a refait les simulations en tenant compte de la nouvelle fiscalité 2026 là-dessus. Et bien sûr, selon toujours la même hypothèse de rendement, qui est un rendement moyen de la classe d'actifs. Voilà. Un objectif à 10 ans. Le multiple de 1,7, sachez que ce sont euh, des données franchement prudentes. Hein. C'est-à-dire que c'est voilà, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, c'est pas du tout les meilleurs fonds de private equity qui offrent ces multiples-là. Au contraire, c'est une moyenne Ouais. et il est C'est vraiment une moyenne de marché sur 20 ou tout à fait 30 ans. possible Quoi. de viser un peu plus. Ouais. Mais déjà, avoir cette moyenne-là et ces résultats-là, c'est quand même assez puissant. C'est satisfait total. Les 4 étapes, les 4 points, les 4 bullet points, ça va être quoi? Ça va être, ok, avoir à l'idée que vous allez vous engager, donc vous allez investir. Qui dit investir ne veut pas dire décaisser. C'est là où vraiment la subtilité du sujet. Tous les ans, dans un nouveau millésime, donc un nouveau fonds euh, de private equity, sur une base de 131 000 euros par an. Alors, pour le coup, c'est parce que je voulais un target à 60 000 euros de revenus nets. Si on fait un target à 50 000 euros de revenus nets, on descend quasiment à 100 ou 103 d'engagement annuel. On fait un effort de financement surtout au début, parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait, c'est au début que vous allez devoir décaisser, jusqu'à un moment où vous allez récupérer tout ce que vous avez décaissé. On va le voir parce qu'on a, je crois on a un graphique, on a un tableau juste après, mais en gros, il vous faut sortir, pour résumer, 411 000 euros sur les 7 prochaines années, avec un point bas qu'on verra, pour, à partir de la 10e année, avoir, entre guillemets, de façon
viagère 60 000 euros de revenus nets par an. Et en fait, ces 60 000 euros de revenus nets vont être uniquement la différence entre ce qui rentre et ce qui sort. Et c'est exactement ce qu'on va voir sur le tableau qui suit. Pour le coup, tac, voilà. Vous avez les années en haut, vous avez les flux cumulatifs. Ok. Pour le coup, je l'ai fait que sur 10 ans parce qu'après, sinon, ça ferait des très très gros tableaux. On voit effectivement que le point bas de la trésorerie décaissée, elle se fait en année 7, avec une progressivité assez puissante. Mais en gros, vous avez des appels de fonds, vous les voyez sur la première ligne. Et ça, c'est ce qu'il vous faut, vous, réellement sortir tous les ans. Okay, donc en fait, à partir de l'année 5, vous êtes sur votre rythme de croisière. Et dès l'année 4, on a des redistributions, donc des revenus. Et en fait, donc forcément, votre flux de trésor, c'est jamais que la différence entre les deux. Voilà. Et on se rend compte qu'à l'année 7, on est à peu près flat. Voilà. Et on commence dès l'année 8 à générer des revenus positifs. Même si, en fait, pourquoi? Parce que vous avez décaissé 131 000, mais vous allez encaisser 170 dans notre exemple. Voilà. Et à partir de l'année 10, en fait, ça roule tout seul et vous restez effectivement sur cette stratégie-là. Retour à l'équilibre entre tout ce que vous avez décaissé, entre guillemets, et tout ce que vous avez encaissé, on est sur 15 ans. Voilà. Mais dès la 10e année, vous avez un flux de trésor et donc des revenus de 5 000 euros net par mois, donc sur une base de 60 000 euros par an. Ce qui constitue, en fait, on peut le poser les chiffres dans tous les sens, mais pour 411 000 euros investis, parce que c'est que vos flux cumulatifs réels et votre courbe en J, alors si on reprend la courbe en J, c'est vraiment le point bas de votre stratégie d'investissement qui vous permet d'atteindre cet objectif-là. Voilà. Et donc, effectivement, ça reste des stratégies intéressantes quand on peut se permettre et qu'on a le patrimoine financier, qu'on a des revenus, qu'on a de l'arbitrage à faire parce que vous pouvez avoir, voilà, typiquement, ça peut être des stocks options, des RSU, des actions gratuites, ça peut être beaucoup de sujets de déploiement de ce genre de stratégie-là. Et c'est vrai que quand on en parle à nos clients, effectivement, voilà, ça reste très intéressant et ça sollicite beaucoup d'intérêt sur ce sujet par rapport à tout ce qu'on disait sur voilà, les défaillances entre guillemets, des régimes généraux de retraite, de la défaillance du système de retraite par répartition. Clairement, là, il y a un sujet pour, en plus des investissements classiques à avoir pour d'autres idées, bien sûr, d'autres stratégies, d'autres objectifs patrimoniaux. Ça reste une vraie stratégie à part entière. Là, on vous en a parlé vraiment en direct, ce que disait Félix tout à l'heure, au nominatif. Après, on peut intégrer tout ça dans des sociétés pour justement faciliter la transmission, etc., etc. Mais on ne va pas en parler aujourd'hui parce que ça serait rajouter une couche supérieure et un peu lourde pour le coup. Juste voilà, pour votre culture et de toute façon la présentation, vous l'avez en téléchargement, donc vous pourrez y revenir, même si des choses qu'on passe, etc., bien entendu. Ça a eu un impact, hein, le changement du PFU par rapport à la stratégie en tant que telle, parce qu'en vrai, avec un PFU à 30, l'effort max de financement était de 381, on a pris 30 000 euros de plus à ISO stratégie. Pour le coup, et on perd un an en termes de retour à l'équilibre. Donc, mine de rien, pour 1,4 points supplémentaires de fiscalité, pour des stratégies comme ça, ça impacte un peu. Voilà. Donc, ça la remet pas en voilà, si cause, tu ça la veux remet pas en ajouter un cause, mais truc. ça l'impacte. Ouais, carrément. Et c'est bon, ça paraît pas beaucoup, mais cumulé, ça peut faire beaucoup. Voilà. Donc voilà un petit peu le cœur du sujet. Forcément, après, voilà, il faut le patrimoine, il faut la stratégie, il faut surtout être accompagné parce que voilà, ce que disait très bien Félix tout à l'heure, c'est que tous les fonds ne se valent pas. Là, bien sûr, nous, dans le cadre d'un devoir de conseil, on prend une hypothèse de marché moyennée, bien entendu. Mais voilà, on peut effectivement adapter, diversifier encore sur des sociétés de gestion, sur des rendements, sur des stratégies, marché primaire, marché secondaire. Peut-être tu pourras en glisser un petit mot, Félix, là-dessus. Et ensuite, ça peut amener beaucoup de... Alors, je vais passer directement, mais ça peut amener effectivement beaucoup de questions, d'objections aussi, parce que sur des investissements qu'on ne connaît pas, ça peut, voilà, ça peut susciter pas mal d'interrogations. Et effectivement, on a déjà répondu à pas mal, hein, mais peut-être je te laisse avancer sur. On va juste passer
le questionnaire, pardon, le petit sondage. Peut-être on y reviendra par la suite, mais sur les objections que tu peux avoir la plupart du temps, peut-être de tes clients, les idées reçues en fait. Qu'on peut d'ores et déjà mettre en avant, identifier et essayer d'y répondre. Alors, c'est vrai que déjà, la plupart, le commun des mortels, va dire, pense qu'il n'est pas du tout éligible à ce genre de solution. Et vous l'avez vu, même si cela correspond peut-être pas à tout le monde, la démocratisation fait que pas besoin d'être une grosse fortune, même si bien sûr 410 000 euros dans cet exemple, c'est pas négligeable, hein, et c'est peut-être pas donné à tout le monde, mais encore une fois, il existe un petit peu des possibilités pour les autres. Donc c'est un petit peu ça. Déjà, c'est est-ce que moi, je suis éligible à de tels investissements? Bah, la réponse est en général oui. En effet, il y a sur la liquidité, mais de toute façon, la question n'est pas de faire uniquement ça. Et je pense que tout le monde a une part de son patrimoine qu'il peut et qu'il devrait même peut-être consacrer à la retraite et donc peut-être se permettre de bloquer et de perdre un petit peu la liquidité sur une partie de son patrimoine. Normalement, ça c'est quelque chose qu'il est possible de faire, hein, parce que là, en effet, avant d'investir, toujours conserver une épargne de précaution, hein, même si sur votre compte courant ou votre livret A, la rentabilité est très faible, bah, quand on a besoin de disponibilité, il faut pouvoir les récupérer. Donc ça a tout à fait du sens de garder ce petit matelas de sécurité. Ne pas avoir de projet à court terme, c'est-à-dire que en effet, ne pas compter dessus sur une durée de moins de 5 ans pour les premiers appels de fonds, mais en tout cas de 10 ans entre le premier appel de fonds et les derniers retours sur investissement. Et en effet, peut-être justement le risque auquel on est exposé, parce que il est réel, hein, c'est-à-dire quand on investit sur une société non cotée, bah, le risque existe forcément, et donc justement de comprendre que l'on est énormément diversifié sur ce type d'investissement en termes de fonds, stratégie, etc. Alors en effet, c'est vrai que Philippe parlait de fonds secondaires, et je suis désolé, on n'en a pas parlé. Ça, c'est juste en deux mots que il est possible d'acheter des parts de fonds de private equity qui ont déjà 3-4 ans de vie. D'accord? Alors on est en général, c'est-à-dire qu'on peut investir dans ce qu'on vous a expliqué, c'est que quand on s'est engagé au tout début du projet. Maintenant, il existe des investisseurs, des institutionnels généralement, ou même des fonds de private equity qui souhaitent se séparer un petit peu de participation. Et donc, il est possible d'acheter des fonds qui, on est déjà au bout de la 3-4e année. Alors, ça permet un petit peu d'avoir souvent une décote parce que des institutionnels ont besoin, non pas qu'ils croient plus au projet, mais ont besoin de liquidité et donc sont prêts à nous faire un prix, on va dire. Et ça permet d'investir, d'une part, de limiter la courbangie, c'est-à-dire qu'on arrive au bout de la 3-4e année, c'est-à-dire qu'on ne subit plus trop cette courbangie, on est plutôt dans la phase ascendante. Et aussi d'avoir un petit peu plus de visibilité sur ce qu'on achète, puisque c'est vrai que quand on investit sur un fonds de private equity la première année, on investit dans un projet, et pas dans des sociétés que l'on connaît déjà. Quand on arrive au bout de 3-4 ans, on peut déjà un petit peu juger de ce qui a été fait depuis 3-4 ans. Voilà, c'est un petit aparté Ouais, sur les fonds de secondaire. très clair. Tiens, si tu devais donner effectivement, je dirais les erreurs, les 5 erreurs à éviter absolument, les 5 bonnes pratiques, allez, même si Alors, en plus, je crois qu'on les a listés pour nous aider un petit peu, mais donc, en effet, et puis on vous les a répétés, c'est-à-dire que d'investir uniquement sur un millésime et uniquement sur un fonds, ça, c'est une erreur, même si, bien sûr, je ne dis pas que à tous les coups, ça va partir en catastrophe, loin de là, parce que, en général, voilà, hein, les fonds de private equity fonctionnent bien, mais surtout quand ça représente 15-20% de son patrimoine, il est important de le faire avec sérénité et donc de diversifier sur plusieurs millésimes, plusieurs années, c'est important. Euh, Ensuite, il est important, quand on passe par des fonds de fonds, bah, finalement, qu'est-ce que l'on va rechercher chez le partenaire? Tout le travail de sélection des fonds. J'avais justement les données, je les ai pas en tête, mais sur la rentabilité moyenne du private equity qui est aux alentours de 13-14, comme on l'a vu. Mais encore une fois, gardez en tête que le premier quartile, il fait plus de 25%, le dernier quartile fait peut-être des rentabilités nulles, voire négatives. Donc, il ne faut pas investir les yeux fermés dans n'importe quel fonds de private equity. Il est important de bien sélectionner les gérants ou ceux qui vont sélectionner les fonds. Et alors, dites-vous que comment on arrive
à juger un petit peu, bah, c'est justement grâce à ces millésimes. C'est-à-dire que même si on n'a pas, comme un fonds classique, un fonds d'investissement sur les marchés, où on peut suivre un petit peu l'évolution de la valeur liquidative du fonds depuis son existence, ben, un nouveau fonds de private equity, il n'a pas du tout de track record. Et donc le track record, il est sur les gérants et sur la société de gestion, ou en regardant un petit peu ce qui a été fait sur les millésimes précédents. Ouais. C'est exactement la question que avait posée Xavier. Alors je pense que vous vouliez dire plutôt fonds de private equity que fonds de pension, mais ça montre bien effectivement que vous avez compris la logique en tout cas. Et voilà, Félix a répondu à l'instant à votre question, qui était effectivement quels sont les principaux critères à prendre en considération. Voilà, alors la structure des frais, en effet, hein, donc il n'y a pas que ça à regarder. Il ne faut pas forcément foncer vers les fonds qui proposent le moins de frais, hein. C'est pas forcément ceux qui vont performer le plus. Maintenant, en effet, il faut regarder un petit peu. C'est vrai que nous, on réfléchit surtout en objectif de rentabilité nette de frais. Et donc, c'est d'ailleurs les rendements dont on vous a parlé depuis tout à l'heure sont nets des frais de gestion des fonds de private equity, non pas forcément de la fiscalité. Oui, oui, Mais effectivement, c'est tout à fait bien de le préciser. Pour le coup, c'est des rendements nets, moyens, nets et nets de frais de gestion. Très très clair. Alors, donc l'argent à court terme, on en a déjà parlé, hein, ça, c'est-à-dire que chaque investissement répond à des objectifs différents. Et donc, même si on parlait des fonds euros qui étaient plus du tout adaptés pour préparer la retraite, il est pour placer du cash qui a vocation à être utilisé dans un an ou deux. Le private equity, non. Ça, c'est sûr. Ouais. Et en effet, vous avez pas des valorisations, ne pas suivre son investissement, c'est-à-dire que n'attendez pas de suivre votre investissement au jour le jour comme on peut le faire sur les marchés avec des valeurs liquidatives quotidiennes, des reportings en général mensuels. Là, les reportings sont plutôt trimestriels, voire semestriels, et les valeurs liquidatives également, puisque là, les valorisations des sociétés ne se fait pas aussi simplement, hein, c'est tout simplement des commissaires aux comptes, etc., qui nous permettent de valoriser une société. Donc ça se fait pas tous les 2 jours. Ouais, c'est clair. Ok, top. Est-ce que tu veux peut-être ajouter un dernier point? On posera un dernier sondage maintenant à ceux d'entre vous qui sont restés Alors, jusqu'à qu'est-ce la que fin. je peux apporter? Alors déjà, mon Voilà, expérience, si tu veux dire un dernier truc. déjà mon expérience fait que justement, je vois, donc ça fait quelques années que je suis là, mais pas non plus des dizaines d'années. Je vois l'évolution de l'accessibilité au private equity et le plaisir et l'intérêt qu'on a chez nos clients de pouvoir justement investir une part de leur portefeuille et en plus une satisfaction dès que les rentabilités commencent à voir le jour, même s'il faut attendre en général quelques années. Mais on n'a jamais été déçu d'investir une partie de notre patrimoine là-dessus. D'une part parce que on est diversifié par rapport à tous les marchés cotés. Et donc finalement, même si on parle d'un investissement sur le papier risqué, ben, on gagne en sérénité que d'être diversifié sur une autre classe d'actifs et quelque chose qui est plutôt décorrélé des marchés financiers. Et en plus, on en gagne en rentabilité. Voilà, notamment. Eh ben, très clair. Merci pour ton retour d'expérience pour nos auditeurs. On va vous poser une dernière question. Alors après, vous avez la possibilité, Charline nous a, enfin vous a surtout écrit dans le chat. On a pas mal de contenu hein, sur le private equity, sur les stratégies de re-up, sur des. Voilà, on a un guide. Je vous inviterai effectivement à le télécharger. Si vous voulez en savoir plus, parce que là, effectivement, en 1 heure et demie, enfin en 1 heure et demie, on peut pas creuser tous les sujets en profondeur. On a un guide qui fait à peu près 80 pages sur l'ensemble de la classe d'actifs du private equity et des stratégies justement qu'on peut mettre en place. On avait enregistré 1 ou 2 podcasts aussi avec des partenaires. On a fait déjà sur la plateforme Webikio, on a déjà fait des webinaires sur le private equity, alors avec des partenaires notamment, des fonds qu'on peut sélectionner pour mettre en place une stratégie pour le compte de nos clients. Donc voilà, vous pouvez aller voir. On a pas mal de contenu, je dirais, connexe à ce thème du private equity. Et alors pour le
pilotage. Tac, tac, tac. On a 100% des investisseurs, enfin des investisseurs, même pas d'ailleurs, des, des visiteurs, des auditeurs qui veulent continuer justement d'approfondir leurs connaissances. Alors pour ça, vous pouvez tout à fait nous contacter, hein, ça fait aussi partie de notre job. Et pour le coup, voilà, d'aller voir tout le contenu. Alors on vous le mettra en lien, vous l'avez dans le guide de toute façon, mais on vous le mettra effectivement en lien aussi dans le chat du, du webinaire pour vraiment vous donner de la matière à creuser parce qu'effectivement c'est un sujet complexe. Quand on entend parler pour la première fois, c'est pas forcément évident non plus. Donc après vous pourrez effectivement revoir aussi le replay sur tous ces sujets-là. Mais voilà, en tout cas j'espère que on vous aura apporté un nouvel éclairage ou une nouvelle possibilité d'améliorer votre retraite de demain. Voilà, ça c'est le guide effectivement. Donc je vous invite à aller voir sur notre site gestiondepatrimoine.com. Charline nous a mis le lien dans le chat pour le coup. Et voilà, à creuser bien sûr si vous voulez qu'on fasse des simulations par rapport à vos moyens mensuels, enfin annuels, on va dire, d'épargne, par rapport à votre patrimoine existant, par rapport à la stratégie, parce qu'en fait là on vous a parlé que de la stratégie de revenu, mais on peut faire des stratégies de valorisation de patrimoine, de transmission, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Ça peut être au nominatif, ça peut être dans une société, dans ce cas-là on peut limiter un peu la fiscalité, enfin voilà, il y a vraiment tout un univers à explorer très large sur une classe d'actifs quand même je dirais méconnu Connu par les du grand particuliers, public. ouais, du grand public. Voilà, méconnu du grand public, et on a la chance d'avoir des partenaires qui permettent justement de vous offrir des produits réservés aux grandes fortunes, ce qu'on appelle la démocratisation, sans que ce soit péjoratif bien sûr, du private equity. Et ça c'est vraiment une chance d'avoir accès à une classe d'actifs pareille. Voilà. Je te laisse conclure, Félix. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous partager un Eh petit bien, peu merci à vous ton également. savoir et tes C'était connaissances. une première Bonne expérience expérience. très enrichissante. Et puis, au plaisir de vous retrouver sur d'autres sujets, toujours un petit peu liés certainement au marché financier, coté ou non. Exactement. Eh ben, Merci top. beaucoup. Merci à toi, merci à tous d'être restés. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous contacter, à télécharger des guides pour continuer de creuser vos connaissances. Merci. À bientôt. On à bientôt. Au revoir. Au revoir.